Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Vous le savez, c'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics, bande dessinée par leur travail. On vous a parlé récemment dans une de nos émissions d'actualité de l'exposition en 1964-2024, la bande dessinée, enfin l'âge de toute la bande dessinée qui se situe au centre Pompidou. Et vous le savez, on aime aussi aller interroger les personnes qui font des expositions, aller regarder quels sont les angles choisis et quelle place occupe, en ce qui nous concerne, la bande dessinée américaine, les comics, dans cette exposition. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Anne Lemonnier, qui est l'une des commissaires de l'exposition. Anne, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir dans notre podcast. On n'a pas l'habitude de se rendre forcément au centre Pompidou quand les comics, avec la culture comics, parce que c'est pas une culture qui est forcément mise beaucoup en avant en France. Mais avant de parler vraiment de l'exposition en 1964-2024, est-ce que vous pouvez un petit peu juste vous présenter quel est votre parcours et quelle est votre relation à la bande dessinée? Alors, je m'appelle donc Anne Lemonnier, je travaille au service des collections modernes du Musée national d'art moderne. Vous le savez, le Centre Pompidou est une grande institution où il y a énormément finalement de directions. On y fait autant du cinéma que de la danse, qu'on y travaille dans une bibliothèque, etc. Souvent, il est réduit un petit peu au Musée national d'art moderne, donc l'endroit où moi je travaille, mais il y a plein d'autres entités. Au musée, donc, différents secteurs, et le secteur moderne, concerne les artistes, disons entre 1900 et 1960. Donc, j'ai plutôt l'habitude de travailler. Je vais vous donner les artistes sur lesquels j'ai travaillé le plus récemment. Picasso, dont j'ai été commissaire pour la première grande exposition de dessin en Galerie 2 sur plus de 2000 m² tout récemment, qui a fermé 3 mois avant l'ouverture de la bande dessinée. Nicolas de Staël, Michaud, Artaud, enfin voilà plutôt les artistes sur lesquels je travaille habituellement. Avec une spécialité dessin, on va dire. J'ai passé 12 années au cabinet d'art graphique, au cabinet des dessins, donc c'est un petit peu ça, je dirais, mon territoire et en tout cas ma passion. Et évidemment, quand cette programmation bande dessinée s'est dessinée, c'est précisé, sachant cette passion pour le dessin et sachant aussi, comment dirais-je, des velléités de ma part de faire ouvrir le champ des collections du Musée national d'art moderne à la bande dessinée, en vain jusque-là. Le président du centre m'a demandé si ça m'intéressait de travailler sur cette exposition. Donc la bande dessinée, oui, c'est un territoire dans lequel je baigne voilà, personnellement depuis une vingtaine d'années, et c'est un domaine pour lequel j'ai essayé un petit peu de me battre. Voilà, alors c'est un petit peu un retournement de situation, soudain, cette grande exposition, et je suis très contente qu'il y ait cette pitchnette du sort comme ça qui me fasse travailler enfin sur ce sujet pour lequel j'ai pas mal plaidé par le passé. Voilà. Et vous avez une raison peut-être pour expliquer pourquoi vous avez dû vous battre, si je reprends vos mots, c'est-à-dire parce que on dit souvent, et on a souvent cette impression que malgré son rang de 9e art, en fait, la bande dessinée reste quelque chose qui est un peu, alors j'irais dire même méprisé, en fait, qui est une forme de mépris culturel par rapport à tous les autres formes d'art qu'on connaît. Alors, je vais vous répondre en 2 points. Peut-être pas le premier qui va vous sembler un détour. Dans l'exposition, précisément, on n'a pas souhaité faire une démonstration, on n'a pas souhaité revendiquer ce statut d'art, on n'a pas souhaité en faire une leçon de cette exposition. On n'a pas voulu mettre justement l'accent sur cette question de la légitimation, parce qu'on estime, contrairement à ce que vous disiez dans votre question, mais que je comprends très bien, on estime que désormais c'est acquis. Après, moi, je suis pas d'accord avec cette affirmation. Voilà, mais en fait, c'est pour ça que la réponse va être un peu à double sens et un peu paradoxale peut-être. Mais on estime que c'est acquis depuis, partant du principe que Benoît Peeters faisant ses cours au Collège de France, que Catherine Meurice étant entrée à l'Académie des Beaux-Arts, que Emmanuel Guibert l'ayant suivi, disons que au moins du point de vue institutionnel, cette question de la légitimité de la bande dessinée comme art était acquise. Et il nous semblait plus intéressant de prendre ce médium à bras-le-corps avec le plus de liberté possible, le plus d'audace peut-être possible, pour en faire une proposition libre et réjouissante au public, plutôt
que de lui offrir une démonstration pédagogique de la valeur de cet art. Voilà. Néanmoins, et alors c'est là où il y a un deuxième volet à mon discours, néanmoins, dans le domaine institutionnel, la question de la bande dessinée en collection est une question complexe et le reste un petit peu. Il y a toujours cette question de savoir, et ce sont des débats très riches en fait, si la bande dessinée c'est une œuvre qui est un livre, si c'est une œuvre qui est un dessin, si c'est destiné à être un multiple et que donc le dessin, lui, étant authentique, a cette valeur d'art que le livre n'a pas, ou l'inverse, puisque c'est le récit dans son continuum narratif qui est l'art et pas... Ben voilà. Là, en fait, l'identité complexe de ce médium, à la fois dessin, à la fois narration, à la fois original, à la fois imprimé, fait que il se situe à la marge de nos collections et de nos réflexions de manière générale. Bon, c'est aussi ça qui garde peut-être son état d'extrême vivacité, donc peut-être qu'il faut s'en réjouir, mais c'est peut-être ça qui explique que on met du temps à le considérer comme un objet potentiellement de collection. Voilà. Actuellement, on travaille à cette entrée en collection. Donc, c'est un petit retour en arrière là que je fais dans ma réponse. Ouais, comment est-ce qu'on est venu vous voir alors pour que vous fassiez que vous soyez commissaire d'exposition? Le projet est venu d'une demande de quelqu'un en particulier? Oui. Alors là, c'est très simple. C'est Laurent Lebon qui est président du Centre Pompidou actuellement et qui a été le commissaire au moment où il était conservateur au musée, là où je suis actuellement, qui a été le commissaire de l'expo Hergé en 2006, donc voilà, avec un goût pour la bande dessinée qui est totalement avéré. C'est lui qui a eu l'idée et l'envie de proposer non pas une, mais des expositions de bande dessinée au Centre Pompidou, estimant que c'était peut-être le meilleur sujet possible pour rallier toutes les équipes autour d'un sujet. Ma co-commissaire est Emmanuelle Payen et elle est conservatrice à la Bibliothèque publique d'information. C'est la première fois qu'on a un co-commissariat comme ça entre bibliothèque et musée. Voilà. Et puis, nos camarades du département culture et création qui se situe, dont les salles de spectacle se situent au -1 et dont l'espace d'exposition se situe au -1, se sont également saisis de ce sujet pour proposer une exposition sur la bande dessinée la plus contemporaine, la plus expérimentale avec la revue Lagon. Et nos camarades de la Galerie des Enfants ont proposé une exposition atelier à Marion Fayolle. La BPI fait son expo Cortot, donc on a, et puis moi je suis donc en charge d'un accrochage de bande dessinée au musée, c'est-à-dire dans les collections permanentes, là où on expose les chefs-d'œuvre du Musée national d'art moderne au niveau 5. En plus donc de l'exposition dont on est en train de parler, qui elle se situe au niveau 6. Il a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui le passionne, mais aussi sans doute parce que c'était cette possibilité qu'il entrevoyait de fédérer toutes les équipes. Et moi, j'y vois comme un signe, si vous voulez, avant la fermeture du centre, de faire un grand feu d'artifice, un grand festival à tous les étages autour d'un sujet qui puisse réaffirmer l'identité du centre, qui est pluridisciplinaire, comme on sait, qui est à la fois voué à la consécration des chefs-d'œuvre, mais aussi à un défrichage d'avant-garde. Enfin, c'était vraiment un sujet, je pense, idéal pour le faire. Voilà. Alors, j'imagine qu'on vous a déjà posé la question dans d'autres interviews, mais ce choix de 1964 comme point de départ, pourquoi se limiter c'est déjà, il y a tellement énormément de choses dans ces 6 décennies, mais pourquoi prendre 1964 comme point de départ? Alors, la commande, donc, puisque comme on dit, il y a eu, vous l'avez compris, la commande, c'était la bande dessinée, toute la bande dessinée. Donc, face à ça, on est resté un petit peu interloqué. Quand je dis j'associe également, donc, outre la co-commissaire dont je vous ai déjà parlé, les 2 conseillers scientifiques, Thierry Grunstein, qui est un grand spécialiste que vous connaissez sans doute de bande dessinée, et Lucas Euro, qui dirige la collection Leclerc, qui est la plus grande collection en France, qui compte des milliers de pièces, avec un fond très, très éclectique, je dirais. Donc, cette commande, la bande dessinée, toute la bande dessinée, comment y répondre? Ça ressemble vraiment à un défi. On a un casse-tête au départ, j'imagine. On a la galerie 2 pour nous. La galerie 2, c'est un énorme espace d'exposition. Ça fait plus de 1000 mètres carrés. Mais ça ne fait que 1000 mètres carrés pour rendre compte d'un art entier. Ce qui veut dire donc de
tous les territoires de création de la bande dessinée. Alors là, on s'est quand même un tout petit peu focalisé sur les 3 territoires majeurs de création de la bande dessinée, donc le comics américain, on va sans doute y revenir, le manga japonais et la création européenne, franco-belge, mais pas uniquement. On avait donc tous ces territoires à explorer et il s'agissait alors peut-être de commencer par Rodolphe Topfer en 1827 et d'aller jusqu'à nos jours. C'était impossible. Il fallait trouver un moyen de rentrer dans ce sujet qui nous permette un tout petit peu de l'embrasser. Et donc, on a décidé de partir de ce moment de la contre-culture, de ce moment de l'underground des années 60, où, disons, la bande dessinée opère une mue. Elle est marquée par un profond bouleversement. Elle quitte... pour une part seulement, sa vocation d'être un art de divertissement, elle continue à l'être bien entendu, mais elle s'empare des sujets de société, elle s'engage avec une insolence et un propos politique qu'on découvrira dans la première salle qui est justement consacrée à l'underground, et puis elle se tourne vers le récit intime, autrement dit, je pense en particulier par exemple au Japon à Tsuge, mais aux États-Unis ça serait Crumb. Enfin voilà, il y a soudain cette mue. Alors on dit souvent la bande dessinée rentre dans l'âge adulte. C'est pas tout à fait vrai parce qu'après tout Little Nemo n'était pas uniquement destiné aux enfants. Enfin bon, tout ça est un peu grossier, mais disons que elle se saisit à ce moment-là de tous les sujets qui vont faire la bande dessinée contemporaine, qui vont être filés ensuite par les auteurs jusqu'à nos jours. Donc ça nous a semblé un moment crucial, et puis ça nous a semblé pouvoir donner un point de départ très très fort, quoi, très rayonnant à notre parcours. Donc on a une première salle qui explique ça. C'est-à-dire le public en général pose la même question que vous. Pourquoi commencer en 1964 ? Eh bien, la première salle y répond en présentant ces 3 territoires. La revue Garo au Japon. Qu'est-ce que la revue Garo a changé ? Eh ben voilà, la création du Gekika, la bande dessinée sombre, la bande dessinée d'introspection, qui sort de tout ce caractère à la fois divertissant et puis aussi très avec des styles très burlesques, un mode d'expression un peu vernaculaire, enfin des histoires traditionnelles. Enfin, on a soudain ce grand retournement avec Tsuge en particulier, mais bon, on expose en particulier une séquence que j'aime beaucoup de Kuniko Tsurita, par exemple, qui une autrice, donc une femme, la seule femme de Garo, qui a lancé des recherches d'avant-garde graphique qui sont absolument éblouissantes. Voilà, pour une part, l'underground américain pour l'autre part, avec tous les comics qu'on expose, Zap Comics, Yellow Dog et les autres, et puis enfin, côté européen, un mur consacré à Losfeld avec Barbarella et tout, ce retournement total qu'a été Barbarella, non seulement parce qu'on rentrait dans la bande dessinée adulte, disons, mais aussi parce que éditorialement, enfin, la bande dessinée devenait de beaux albums et puis seulement littérature en strip au coin d'un journal. Et puis de l'autre côté, Harakiri, vous l'avez vu, ce grand mur consacré au dessin de Fred. Pour Harakiri, revue censurée s'il en est. Donc voilà, cette première salle répond à cette question, je pense, de manière assez flamboyante, et en tout cas, ça donne le ton, quoi. Après, on a proposé, vous l'avez vu, un parcours extrêmement libre, très thématique, avec des sujets qui nous permettent de créer un jeu d'écho entre les territoires, mais de manière beaucoup moins, je dirais, didactique. Voilà. C'est ça aussi la question qui suit de toute façon, c'est que justement, puisqu'on commence en 64 avec l'underground, cette forme de révolution, par contre après on ne suit pas, on aurait pu s'attendre à un parcours décennie par décennie jusque justement en prenant aussi ces décennies jusqu'à maintenant, mais c'est pas ce que vous faites. Non, on n'avait vraiment pas envie de ça, voilà, quelque chose de beaucoup plus ouvert. Ça aurait été peut-être trop formel ou trop académique et sans doute hyper rébarbatif, parce qu'on aurait eu un développement un peu encyclopédique où on aurait eu un artiste une planche comme ça jusqu'au bout, et c'est absolument pas ça qu'on voulait. On voulait vraiment faire rentrer dans le récit et faire rentrer dans les univers graphiques des auteurs. Donc, mais alors justement, comment choisir ces thématiques, que ce soit le rêve, la science-fiction, l'intime, enfin l'autoportrait, enfin l'autobiographie, ou même le devoir de mémoire, on finit avec les villes. Par exemple, comment avoir choisi ces thèmes, parce que là aussi,
vous vous dites, on fait pas par décennie, on va faire par bloc thématique, mais techniquement, il pourrait y en avoir des dizaines d'autres. Il peut y en avoir d'autres. Voilà. Quels étaient vos angles? Alors, il y a une chose avant tout que je souhaite dire, c'est que c'est forcément, quand on a la commande comme ça d'une exposition collective, c'est forcément une réponse subjective qu'on va apporter. Il faut, je pense, rechercher l'objectivité ou l'exhaustivité, c'est un écueil monstrueux. On n'y arrivera pas. On sera, comme vous dites, chiant, et a fortiori, on ennuiera le visiteur. Enfin, donc il faut assumer ça. Faut assumer déjà d'emblée le fait qu'il y aura des lacunes, qu'on va essayer à la fois de donner à voir les auteurs les plus attendus, les planches les plus iconiques, et à la fois essayer de créer des découvertes. Et je pense que c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut absolument rechercher. Ceci étant donné, là on était quatre, on était donc 4 subjectivités. Alors déjà, on commence à un peu plus tricoter les choses ensemble, à un peu plus ouvrir le champ. C'est pas uniquement le choix d'un commissaire, c'est le résultat d'une discussion, et je vous l'avoue, de discussions parfois extrêmement passionnées, voire vives, voire âpres. C'est pas du tout une chose qui est évidente, en effet. D'autant que on avait absolument, mais alors vraiment comme présupposé, l'idée d'exposer des séquences et non pas d'exposer des planches uniques. Et on voulait absolument faire rentrer dans le fil narratif, donner à voir à chaque fois 5-6 planches de chaque auteur pour restituer un tout petit peu de ce que c'est que cette identité complexe dont on parlait tout à l'heure, ce que c'est que ce récit en dessin. Donc ça faisait, voilà, on n'allait pas donc exposer 1000 auteurs, on allait donc en exposer une centaine, en l'occurrence 130. Alors les thèmes sont venus déjà en négatif, enfin, ne sont pas, on a aussi écarté, je vous dis tout ce qu'on a voulu ne pas faire finalement pour arriver à définir ce qu'on a souhaité faire et ce qu'on a essayé de faire. On a souhaité évacuer tout de suite aussi l'idée qu'on rentrerait dans cette exposition comme on rentrerait dans une librairie avec des rayonnages convenus où on aurait la salle western, la salle polar, la salle érotisme, voilà. Ça, c'était pas de genre. Pas en fait. les genres, parce que ça nous semblait aussi mortifère pour l'œil et la pensée, en fait. Que ça ne pouvait pas ouvrir le champ suffisamment à des rencontres incongrues entre des auteurs, à des jeux de correspondance, à des jeux d'écho. On était tout de suite dans un cadre tellement serré, tellement ficelé, que le propos ne pouvait être que convenu. Donc, on a également évacué ça. Et puis après, eh bien, simplement en recherchant nos prêts, en faisant nos demandes de prêts, en affinant notre liste d'auteurs, en cherchant qui pouvait dialoguer avec qui, eh bien, les thèmes se sont définis d'eux-mêmes, je dirais bien. Enfin, ça a l'air simple. En fait, c'est un travail extrêmement complexe, mais se sont définis d'eux-mêmes. Ce sont pour nous des thèmes essentiels. Alors, il y en aurait d'autres, évidemment, tout comme il y aura évidemment des déceptions de ne pas voir un tel et un tel exposés. Voilà. On sait que c'est potentiellement lacunaire, mais c'est une proposition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas vouloir faire une leçon, ne vouloir composer une proposition. Des choses qui nous tenaient extrêmement à cœur. Vous parlez du récit mémoriel, que vous avez appelé devoir de mémoire, ouais, qu'on appelle histoire et mémoire. Parce que j'avais spécifiquement en tête la salle pour Art Spiegelman. Voilà. Avec Maus, ça, par exemple, c'était une chose qui nous semblait essentielle. Il fallait absolument qu'on ait ce dialogue entre les 3 territoires autour de la question du témoignage, pour la nommer encore autrement. Avec Guibert, avec Spiegelman, mais aussi avec Kenji Nakazawa, avec Tardi, quelque chose qui nous fasse entrer dans ce sujet de l'histoire. Dieu sait combien il est important aujourd'hui.
du point de vue du témoignage, en ouvrant largement le champ aux différentes pratiques graphiques que ça pouvait convoquer. Je pense aux planches de Fanny Michaelis pour Le lait noir, qui sont une artiste qu'on connaîtra moins dans cette salle-là, qu'on découvrira dans cette salle-là, qui sont d'une douceur absolument magnifique, avec cette mine graphite comme voilée, qui se déploie parfois très ténue, et puis parfois dans des profondeurs de noir qui sont magnifiques. Faire découvrir cet artiste-là en face de Tardi, de Nakazawa et de Spiegelman, ça nous semblait une bonne façon, de à la fois présenter des grands noms qu'on attend très forts, mais avec des découvertes aussi, parce que dans la salle sur Maus de Spiegelman, on a la joie de présenter des dessins préparatoires que Spiegelman a bien voulu nous prêter et qui sont sublimes et qui sont extrêmement émouvants, parce qu'on rentre vraiment dans le processus créatif, dans le laboratoire d'une œuvre, et puis des œuvres moins connues. Donc voilà, c'est par croisement, par recoupement que ces thématiques se sont fait jour, toujours en essayant de faire dialoguer ces territoires. Alors j'avais une question. Pardon, je m'entendais plus. J'avais une question particulièrement sur la place des comics de super-héros au sein de l'exposition, parce qu'au final, on ne les voit apparaître que dans une seule salle dédiée. Et pourtant, à mon sens, ils font quand même partie d'un pan super important de la production américaine. Et je voulais savoir, en fait, s'il y avait j'imagine bien que faire des choix, c'est aussi renoncer pour d'autres parties. Mais de voir, s'il n'y avait pas peut-être moins d'importance accordée à ce registre de bande dessinée au sein de l'exposition. Voilà, ça fait partie de la quadrature du cercle qu'on évoquait tout à l'heure. Il nous a semblé évidemment hyper important que ces héros-là y soient. On a réussi à avoir des prêts absolument extraordinaires qui représentent à peu près tous les plus grands super-héros et de Marvel et de DC, alors chacun sur leur mur, puisque faut pas les mélanger. Voilà, je rentre pas dans les détails. Il y a des demandes de validation de DC et de Marvel. Absolument, bien sûr. Ouais. Il s'agit en effet de ne pas les mélanger. Mais ils sont là, voilà. Et évidemment, il fallait qu'ils y soient, parce que ça fait partie aussi des attentes du public, tout comme il s'agissait dans la salle sur le rire de mettre tous les plus grands auteurs, Uderzo, Maurice, attendus, Franquin et les autres, et les Peanuts, et Doraemon, etc. Donc il fallait effectivement absolument répondre à cette envie d'avoir des stars en termes, quand je parlais de planches iconiques, c'est vraiment ça, d'avoir des planches iconiques qui ressortissent de cette littérature des super-héros. Néanmoins, dans cette idée de faire découvrir et de tisser un peu notre propos autrement que de manière académique, on les a tirés du point de vue de cette question de l'anticipation. On les a amenés dans un face-à-face avec Druillet, avec Möbius, avec Frédéric Peters et avec Tezuka et Otomo, dans un dialogue qui nous paraissait peut-être plus riche que simplement d'avoir un secteur super-héros. Ouais. Et j'avais une autre question aussi concernant la présence des artistes américains, parce qu'en fait, alors on a Mignola, on a Miller, on a Ordway, on a vraiment des très grands artistes effectivement, mais c'est quand même une majorité d'artistes, et encore plus si on remonte après au Comics Underground, en fait, dont la carrière en fait a explosé dans les années 80 voire 90, mais on trouve beaucoup moins d'artistes modernes de la bande dessinée américaine. Est-ce que alors que notamment en anticipation et dans tous les registres en fait qui sont explorés, alors c'est vrai qu'il y a Chris Ware, mais qui date pas non plus qui est pas non plus un artiste tout jeune. J'ai l'impression que dans la bande dessinée moderne américaine, il y a peut-être tout un pan qui est mis de côté, alors que ce soit volontaire ou pas. Est-ce que vous en avez discuté aussi? Ouais, alors tout ça a été énormément débattu. La question était aussi, il y a plusieurs équilibres à respecter en fait dans cette affaire. L'équilibre entre les trois territoires, on en a déjà parlé, mais il y en a d'autres en effet. Il y a l'équilibre entre les générations, et il fallait absolument pour nous qu'on ait les plus grands maîtres,
mais aussi qu'on ait la présence quand même assez appuyée d'une plus jeune génération. Alors, c'est aussi pour ça qu'on a été jusqu'à 2024. Le projet, au début, on se disait on va aller jusqu'en 2000 pour voilà. Et puis la question des femmes est apparue. Ouais. Non, mais c'est vraiment, j'en parle parce que c'est vraiment ce point-là qui a été déterminant pour ouvrir le champ jusqu'à 2024. On s'est dit, la féminisation de la bande dessinée étant une chose relativement récente, somme toute. Ouais, à l'échelle de toute la BD. Ouais. À l'échelle des années 60 à nos jours. Si on s'arrête en 2000, on ne pourra pas offrir cette place qui nous semble évidemment inimaginable de ne pas donner, cette place prépondérante, hyper importante aux autrices, s'en tenir simplement aux pionnières, vous voyez, n'exposer que Chantal Montelier, Nicole Claveloux et les autres, nous semblaient pas faire la place nécessaire à tout ce champ de la création, et en particulier l'écriture autobiographique des femmes est une part hyper importante pour nous de la création. Donc, il a fallu créer cet équilibre-là aussi entre les anciens, on va dire, et les contemporains. Après, donner plus de place aux contemporains, bah voilà, c'est aussi faire des... Vous voyez, donc, bon, voilà, l'équilibre est tel qu'il est. En fonction de nos affinités, on a tous, j'en ai aussi des regrets que je vous confierai pas parce que c'est douloureux, mais voilà, on en a tous. Donc voilà, vous aurez les vôtres. Mais en tout cas, voilà, cet équilibre entre les générations, on a vraiment essayé à chaque salle de le mesurer et de le peser, et puis cet équilibre dont du coup j'ai fait mention entre la bande dessinée d'auteurs masculins et la présence des autrices, c'était encore un troisième équilibre à mettre en œuvre. Voilà. Une fois que tout le programme est fait, que vous avez réussi à ordonner tous les choix que vous aviez, c'est compliqué aussi de se procurer les planches, ou alors c'est à l'inverse, d'abord vous regardez quelles sont les planches que vous pouvez vous procurer, et après en fait vous les deux se tissent en même temps en fait. Les deux se tissent en même temps. On a des surprises en cours de chemin qui peuvent être des moments de tristesse, des refus. C'est tout à fait possible. Enfin, j'en fais pas secret parce que c'est vraiment de notoriété publique. La demande de prêt de planches japonaises n'est pas une chose extrêmement facile, parce que les intermédiaires sont très nombreux et que le statut des œuvres là-bas est assez différent de celui qu'il y a ici. Voilà, d'une part une forme de sacralisation de l'œuvre, et puis d'autre part au contraire une forme peut-être de négligence, enfin en se disant que le livre est l'œuvre et que les planches n'ont pas vocation à être présentées dans les deux sens. Donc voilà, ces demandes de prêt, elles font évoluer le projet. On a eu des surprises absolument hallucinante. On a eu des bonnes surprises, je veux dire, du côté japonais. Tout à l'heure, je parlais de Kuniko Tsurita, le veuf de Kuniko Tsurita qui nous a prêté les planches de Ma femme est acrobate. C'était une surprise extraordinaire. Pour la salle Effroi, Kazu Umezu, pour la salle Rire, les planches de Doraemon. Enfin, on a eu des surprises extraordinaires de planches qui n'ont jamais voyagé en Europe. Donc, ça fait évoluer le projet. Si on lance, c'est toujours la même chose, l'exposition quelle qu'elle soit, c'est toujours cette aventure-là. On lance l'hameçon et puis on voit si on arrive à établir un contact et puis à obtenir des planches. Et les artistes ont été très sollicités dans ce projet. Il y a quelques collectionneurs, on en parlait tout à l'heure, qui sont très importants, quelques institutions aussi très importantes. Je pense évidemment à la CIBDI d'Angoulême ou au Billy Ireland Cartoon Library Museum de Columbus, mais les artistes ont été très sollicités, et ça donne voilà des rencontres géniales, et puis parfois voilà des démarches qui n'arrivent pas à terme. Alors après quelques semaines de l'ouverture de cet ensemble d'expositions, et notamment celle au 6e étage, est-ce que ça vous donne l'espoir ou l'envie de pouvoir continuer à mettre la bande dessinée en avant au Centre Pompidou, sachant que voilà, d'ici 1 an et quelques, vous allez fermer pendant 3 ans, mais que ça n'empêchera pas d'autres expositions de se mettre vous dans êtes Paris. Très optimiste, 3 ans. 5 ans et peut-être un petit peu plus. C'est évidemment un coup, c'est évidemment un geste très fort. Et alors moi, très personnellement, j'ai évidemment une grande envie que l'aventure puisse se poursuivre
précisément en allant après plus finement peut-être, en tout cas plus précisément explorer tel ou tel territoire, telle ou telle ligne graphique, telle ou telle ligne narrative. Enfin, ça serait merveilleux de pouvoir continuer. Donc j'espère que ce sera le cas. Si nos collections aussi s'enrichissent en bande dessinée, ça sera peut-être aussi une autre façon de poser un jalon majeur dans cette démarche. Donc moi, je forme évidemment des vœux pour que cette immense manifestation en 5 expos puisse être prolongée par d'autres événements. Mais vous avez raison de le mentionner. Il se trouve que nous allons tout de même fermer en 2025. Donc on verra ce qui se passera à la réouverture. Ouais. Et à titre juste personnel, en conclusion, qu'est-ce que la BD apporte aujourd'hui et pourquoi vous appréciez ce médium en tant que tel? Vraiment, de votre point de vue personnel, parce que vous disiez que vous êtes passionné de ça. J'ai du mal à la séparer. Pour moi, c'est très personnel cette question. Mais je veux une réponse très personnelle. Pour moi, ce sont des auteurs en fait. Et tout comme un auteur de cinéma ou de roman va me bouleverser, un auteur de bande dessinée va me bouleverser aussi. Je mets pas tellement, c'est très intime ça, mais je mets pas tellement à part un médium par rapport à un autre. Je pense que le récit qui est amené en bande dessinée peut nous bouleverser autant, quel que soit son médium, quel que soit son véhicule. Une peinture, parce qu'elle va raconter, enfin, je suis au Musée national d'art moderne, me retournera autant. Ce qui me gêne, moi, c'est la discrimination. C'est de mettre justement à l'écart certains types de narration, certains types d'art. Parce que j'estime que, en fait, toutes les formes narratives, les plus marginales possibles, les plus décalées possibles, les plus parfois audacieuses, gênantes possibles, nous parlent, enfin, ont vocation à nous parler. Donc, ce qui me gêne plutôt, c'est l'exclusion. Mais de dire que ce médium-là me toucherait plus, non, ce sont des auteurs dans ce médium-là qui me touchent tout particulièrement, tout comme il y en a d'autres. Bon, et puis moi, il se trouve que, évidemment, travaillant, étant historienne de l'art et travaillant dans un musée, c'est évidemment la force du dessin qui me touche aussi en tout premier lieu. Je parlais de narration, mais bien sûr, le dessin, et je vous avoue que toutes les visites d'ateliers que j'ai pu faire en travaillant sur ce chantier, en particulier en travaillant sur le projet du 5e étage, qui est une proposition de dialogue entre des auteurs de bande dessinée contemporains et des chefs-d'œuvre du Musée national d'art moderne, qui m'a fait approfondir ces liens avec nombre d'entre eux. Alors, je pense à Brecht Evans, à Blutch, à Catherine Meurice, et à tous les autres, à Benoît Jacques, on parlait de marginalité dans la création. Ce sont des Baudouin, Matotti, enfin, ce sont des rencontres qui m'ont absolument marqué à vie. Enfin, c'est vraiment ces visites d'atelier, ces discussions avec les artistes. Moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant dans ce métier. Très bien, merci beaucoup Anne Lemonnier. Mais je vous en prie. Donc nous avons fini cette interview. On vous rappelle que si vous appréciez le travail fourni avec ce podcast, vous pouvez tout simplement le partager sur les réseaux sociaux, et en dehors de réseaux sociaux, on vous invite à retrouver l'exposition, d'ailleurs toutes les expositions qui ont lieu au Centre Pompidou jusqu'au mois de novembre 2024. Ne le manquez pas, parce qu'après ce sera fini. Et vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions.